Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2025. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un nouveau décor. J'espère qu'il vous plaît. J'espère aussi qu'on n'entend pas le frigo parce que comme vous le constatez, je n'ai toujours pas mon micro. Donc sans transition, on va attaquer cette vidéo et on va ici parler de mon parcours artistique. Parce que ma chaîne tourne autour de l'art, mais je n'ai jamais vraiment parlé de mon parcours. Donc on va le faire aujourd'hui. On va retracer un peu tout mon parcours avec l'art. Je vais vous dire comment j'ai débuté le dessin, quelles ont été les étapes, quels ont été les moments forts et les moments un peu plus down. Bref, on va faire un tour assez complet de 2004 à aujourd'hui. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, je baignais dans les mangas depuis que je suis toute petite. Quand je regardais Sailor Moon à la télé, Ken le Survivant, Les Chevaliers du Zodiaque et bien d'autres. Mais cet univers ne m'impacte pas vraiment quand je suis petite. C'est en 2004 quand je découvre le manga Maoromatic. Je me découvre une passion qui m'était complètement inconnue. Je ne sais pas pourquoi, mais ce manga marque le début de mon aventure artistique. Je suis désolée, mais je crève de chaud. Oh là là, je suis plus habituée à l'été, moi. Donc en 2004, je commence à dessiner de manière effrénée. Je crée mes propres mangas, à savoir des gros plagiats de mangas lus et vus à l'époque. Mais rien qu'avec ces petits dessins faits sans réelle technique, le fait de pratiquer souvent, je m'améliore quoi. Comme quoi, la pratique, il n'y a que ça de vrai. Donc à cette période, je recopie des mangas, je recopie des vêtements aussi dans la Redoute. On recevait des gros catalogues là et je dessinais tous les modèles de vêtements, toutes les poses. Et puis un jour, je découvre TVH Land et là, j'y passe des heures. Dites-moi en commentaire si vous avez connu cette plateforme. Je crois qu'elle existe encore. Et donc là, je commence à apprendre l'anatomie, comment est constituée une tête, comment gérer les proportions, comment faire des corps proportionnés par rapport à la tête, etc., etc. Je dirais que je dessine de 2004 à 2008 et après j'arrête tout pendant 6 ans. Je n'ai plus l'envie, je n'ai plus le temps, j'ai d'autres préoccupations. Le dessin revient finalement dans ma vie en 2013. Je fais un stage d'aquarelle avec Géraldine Gabin, qui est une aquarelliste, carnettiste qui vit à l'île de la Réunion. Et j'essaie donc ce médium pour la première fois. Je me remets alors à dessiner, à faire des petits dessins de temps en temps. J'achète ma première palette d'aquarelle, je fais mes petits tests, très peu concluants, mais clairement la fièvre créative n'est plus. J'alterne entre des périodes de dessin et des périodes de rien du tout. Après, il faut savoir qu'à cette période aussi, j'avais repris mes études par correspondance, je travaillais. C'est vrai qu'à cette époque, j'avais très peu de temps à consacrer à l'art. Je continue les stages avec d'autres aquarellistes et d'autres carnettistes, mais pareil, je m'entraîne très peu à la maison parce que je trouve que c'est un médium très compliqué, que je ne maîtrise pas. Quand je suis en stage, ça va, mais quand je suis à la maison toute seule, j'arrive pas à m'y faire, je n'arrive à rien. Donc voilà, la vie continue, je passe mon concours pour être prof, du coup je retrouve un petit rythme de dessin, je participe à des petits challenges sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je commence les réseaux sociaux à cette époque je crois. Puis en 2020 et en 2021 je découvre Lioba Bruckner, je dois écorcher son nom la pauvre, et je tombe follement amoureuse de ce qu'elle fait. Et donc je m'inscris sur son Patreon pour prendre quelques cours d'aquarelle, parce que c'est le seul matériel que j'ai à ce moment-là. Et donc à travers ces vidéos, je découvre en fait que ce petit truc qui me manquait dans l'aquarelle, c'était l'ajout du crayon de couleur. Et donc je redécouvre les crayons de couleur et ça change tout. Enfin, ça change tout pour moi. J'admire les gens qui ne font que de l'aquarelle, mais moi j'y arrive pas. Moi j'ai besoin de contours, j'ai besoin de retoucher, de refaire des petits détails. Sur son Patreon, je vois qu'elle propose également des cours de peinture à l'huile et je me laisse tenter. Donc j'achète mes premières peintures à l'huile, mes premiers pinceaux. Et dans la foulée, je prends 2 cours sur Domestika. Alors là, je me souviens plus du tout de l'artiste. J'essaierai de le retrouver. Alors dans la chronologie, je sais même plus si j'ai commencé par Domestika ou par Lioba. Mais du coup, quand je fais ces cours, je me rends compte que c'est un médium qui m'attire particulièrement et je veux aller plus loin dans la technique. Aujourd'hui, avec le recul, ça me semble banal. Et c'est vrai qu'à l'époque, mais rien que peindre sur une toile, c'était l'affaire du siècle. Impossible de peindre sur une toile. C'était une étape qui me semblait impossible à passer dans ma vie. C'est fou comme on se limite quand même. Bref. Donc on continue, on est en 2022 et je m'inscris au Milan Art Institute. Alors je ne sors pas cette école de mon chapeau. J'ai découvert Dimitra Milan quand j'étais plus jeune dans un article en ligne. Et quand j'ai vu ces tableaux, je me fais mais mon Dieu, je ne rêverais jamais d'atteindre ce niveau. Quand j'ai vu ces tableaux, je me suis dit, si j'étais douée, j'aurais aimé peindre comme ça. Dans mes souvenirs, Dimitra Milan, c'était vraiment le goal à atteindre. À ce moment-là, je savais que sa famille, elle, avait ouvert une école. Ça faisait 2 ou 3 ans peut-être que l'école était ouverte. Mais c'était un sacré budget, donc je ne m'étais jamais vraiment lancée, sachant que, comme je vous disais, je peignais de temps en temps. Et du coup, c'était un investissement très important. Du coup, en 2022, Greg m'offre cette formation. Voilà comment débute le chapitre Milan Art Institute. En 2022, je suis alors dans mon année la plus inspirée de toute ma vie. Je peins en moyenne 2 tableaux par semaine, je découvre tous les médiums possibles, je passe du fusain à l'acrylique, à l'huile, enfin bref. Je découvre pléthore de matériel, j'apprends à utiliser les réseaux sociaux,
Ça n'a pas trop porté ses fruits parce que j'ai dû m'investir sérieusement en 2 ans et après j'ai lâché l'affaire. J'apprends surtout à trouver ma voie en tant qu'artiste. Je sors de ma zone de confort, je peins des choses que jamais je n'aurais pu imaginer. Et à ce moment-là, je n'ai plus peur de dire que je suis une artiste. Et ça, pareil, c'était la deuxième grosse étape. Première grosse étape, c'était peindre sur toile. Deuxième grosse étape, se considérer comme une artiste à part entière. Je ressors grandi de cette école. Durant ma formation, je découvre la raison pour laquelle je peins, pour laquelle je crée, pour laquelle je dessine, peu importe le mot que vous mettez derrière, parce que je ne fais pas que peindre. Et je comprends pourquoi je le fais. Et là, ça a tout changé. En fait, à ce moment-là, je comprends que jamais je n'arrêterai de créer. J'ai mal à la main à force de tenir mon téléphone. Et enfin, en 2023-2024, je fais mon tour d'Asie et là, je redécouvre le carnet de voyage 10 ans plus tard. Si je dis pas de bêtises, vous avez dit 2013. Donc 10 ans plus tard, je redécouvre le carnet de voyage et là, c'est pareil, une révélation. Je ne sais pas si c'est cette formation qui m'a permis de voir l'art de manière différente, mais en tout cas, je me reconnecte complètement dans le carnet de voyage et je m'amuse en faisant ce carnet. Je découvre son pouvoir, entre guillemets. Comme la peinture de manière générale, pour moi, le carnet de voyage, c'est vraiment une méditation. Mais en plus, c'est aussi la possibilité pour moi de figer le temps et de faire vraiment comme une image mentale du moment. Encore plus qu'une photo, je trouve que lorsqu'on peint et qu'on est vraiment dans ce moment présent, on s'en souvient mieux, que ce soit au niveau de l'ouïe, de l'odorat ou même de la vue. Nos 5 sens sont tellement stimulés que du coup, quand on revoit la peinture, c'est comme si nos 5 sens revivaient la scène en fait. Et du coup, c'est comme si on y était. Je sais pas si je suis très claire. Voilà, c'était mon petit parcours au niveau de l'art. Alors clairement, en 20 ans, j'aurais pu avoir un bien meilleur niveau qu'aujourd'hui. Mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai le niveau de ma pratique. En 20 ans, j'ai douté, je me suis mangé des murs, je suis tombée. Mais surtout, je me suis relevée. Et je pense que ça, c'est le plus important. Je ne sais pas ce que me réserve 2025, mais j'espère avant tout que ce sera une année dans laquelle je m'amuserai à créer. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que je recherche. Bon, je cherche quand même à améliorer ma technique, bien entendu, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais je cherche vraiment à créer et je suis trop contente parce qu'en ce début d'année 2025, je sens que je m'éclate à créer. En fait, j'adore peindre des tableaux, mais ça me demande tellement de temps. Et malgré tout, je suis quelqu'un de stressé. Donc quand je commence un tableau, j'ai toujours peur de le foirer ou qu'il ne me plaise pas. Et c'est vrai que de renouer avec la création d'une manière générale, ça m'aide beaucoup à lâcher prise en fait sur tout le reste. Et c'est pas parce que je crée quelque chose de moche que je ne fais pas de l'art. Donc voilà, en 20 ans de pratique, je n'ai peut-être pas progressé autant que j'aurais aimé, mais j'ai appris tellement sur moi et sur mon rapport à l'art que franchement ça me va. Donc voilà, c'était la première vidéo de l'année. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre rapport à l'art aujourd'hui. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!